Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le tout premier thème de notre podcast. Donc, on va parler de famille. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, pas un invité. On dit le monde aujourd'hui appartient aux femmes. Et pendant 30 à 45 minutes, nous allons discuter sans langue de bois sur la notion de famille, sur les défis auxquels on est confronté en tant que membre d'une famille. On va parler également du rôle que joue la famille dans notre identité personnelle. Je vous invite à vous installer confortablement et je souhaite déjà la bienvenue à Gélidia dans Tatona. Vous écoutez Tatona, le podcast qui décrypte les sujets de notre société. Que vous soyez un jeune en quête d'inspiration, un auditeur curieux ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux comprendre les défis de notre génération, vous êtes au bon endroit. Ici, on explore les sujets de notre société tels que la famille, la vie d'adulte, les enjeux sociétaux, la culture et bien plus encore. Je suis votre hôte, Audrey Rode, et bienvenue dans cet épisode. Merci d'avoir accepté notre invitation et je te laisse la parole de se présenter. C'est qui Gélidia aujourd'hui? Bonjour Audrey, bonjour aux auditeurs de Tatona. Merci en premier pour l'invitation. Je suis Gélidia. J'ai 30 ans, je suis mariée et heureuse maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis décoratrice événementielle et c'est avec plaisir que je partage avec toi ce moment pour discuter sur le thème de la famille aujourd'hui. Super, merci beaucoup Gélidia et bienvenue encore une fois dans Tatona, ce podcast dans lequel on est ouvert. On parle sans langue de bois comme j'ai dit tout à l'heure. On va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Comme je dis, une discussion. Quand on parle de famille aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ton histoire personnelle et ta relation aujourd'hui avec ta famille? On dit, voilà, tu es mère de famille, tu as ta propre famille, mais tu es sortie également d'une famille. Oui, avec plaisir Audrey. Alors, je vais commencer par la famille de laquelle je sors. Je sors d'une famille de 3 enfants dont je suis l'aînée. Nous sommes toutes des filles. Et j'ai grandi en fait dans une large famille. C'est-à-dire, ce n'était pas juste papa, maman et les enfants. C'est une grande famille avec la grand-mère, les cousins, les tantes, les oncles. Et moi, depuis le bas âge, disons depuis l'école primaire, j'ai grandi avec ma grand-mère. Je vivais avec ma grand-mère avec les oncles et les tantes. Donc, c'était une famille, une large famille avec beaucoup de gens à côté, voilà, mais sans papa et maman à côté. Moi, j'ai envie de dire, et je continue dans cette lancée, parce que comme on dit, pour ceux qui nous écoutent, en Afrique, on a une phrase qu'on dit souvent, quand on est dans le ventre de sa maman, on appartient à sa famille, c'est-à-dire à son père et sa mère. Mais dès qu'on sort du ventre de sa maman, on appartient à toute la communauté, même le pays, même le tonton, comme tu as dit, la tata et tout ça, peut nous frapper. Et j'en sais quelque chose. Et vu l'expérience un peu qu'on a eue dans nos différentes familles, je rappelle aussi que tu es togolaise, c'est bien ça pour nos éditeurs. Oui. Et que c'est une éducation assez atypique comparée à d'autres pays où on a reçu cette éducation venant de tout le monde. Et je retiens quelque chose de très important où tu as dit le fait que tu as vécu dans une grande famille sans papa, sans maman. Et j'ai envie de comprendre aujourd'hui Oui, c'est ça. quel est le rôle essentiel, tu vois, que par exemple la grand-mère a joué, des moments importants qui t'ont marqué, qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir ces valeurs, ces traditions que tu transmets à ta petite famille aujourd'hui. Oui, disons que ma grand-mère a été la grande figure maternelle que j'ai eue. Je ne voudrais pas dire la seule figure maternelle parce que ma mère n'était pas absente, mais ma grand-mère, elle était là beaucoup plus que ma mère. Donc, c'était ma figure maternelle. Disons qu'elle m'a élevée comme elle a élevé ma mère, en fait. Donc, c'est comme si j'étais avec ma mère. Et s'il y a des moments clés ou des souvenirs que j'en ai énormément, mais je sais qu'elle était là. Parfois, quand maman disait non, elle disait oui. Parfois, quand maman disait oui, elle disait non. Elle était quand même, pour nous deux, une ligne directrice, en fait. Ok.
Je vois. Je sais pas, c'est pas une question, on est toujours dans une discussion et tout. Moi, pour moi, par exemple, mon exemple où j'ai vécu, notamment aussi avec une grande-mère, mais quand même, j'ai eu une participation aussi de ma maman, mais j'ai pas vécu, par exemple, avec mon papa. Et souvent, je suis tiré entre deux maisons. Comme on dit souvent, quand tu es éduqué par plusieurs maisons, c'est compliqué parce que tu reçois plusieurs éducations à la fois. Comment toi, dans ton cas, par exemple, tu t'es retrouvé à ne pas, tu reçois une éducation de la grand-mère, après de l'autre côté, tu as la maison de papa. Et moi, je pense que personnellement, moi, ça m'a un peu dérangé en grandissant d'avoir ces deux éducations. Et je me suis perdu un peu, voilà, de dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse et tout ça. Et toi, dans ton cas aujourd'hui, comment ça s'est passé tout ça? Oui, en t'entendant parler, je me dis, je ne pense pas qu'il y ait eu interférence entre les deux. C'est vrai que mes sœurs vivaient avec mes parents et quand on se rencontrait, il y avait quand même une petite différence. Ça se sentait. Il y avait certaines choses qu'elles pouvaient faire que moi, je ne pouvais pas faire. Ça se sentait, en fait, la différence y était. Mais maman n'intervenait pas vraiment. Il n'y a pas eu d'interférence. De toute façon, l'éducation que je recevais de l'autre côté, c'était top. Donc, elle n'avait rien à dire. S'il y a fait certaines remarques, bon, ça allait de soi. Mais il n'y a pas eu, en fait, un langage différent d'un autre côté et un autre de l'autre quand même. C'est pour ça que je te disais qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir été éduquée comme ma mère. Parce que c'est ma grand-mère qui a éduqué ma mère et si elle m'éduque, donc je me dis que c'est la même chose. Il n'y a pas eu d'interférence quand même. Ok, ok, ok. Donc, du coup, moi, de mon côté, ça veut dire, est-ce que c'est parce que je suis un garçon aussi? Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Mais je pense que c'est peut-être par rapport au cadre que les différents côtés voulaient créer pour toi, en fait. Le cadre ou le genre de famille que peut-être ta grand-mère aime ou le cadre qu'elle conçoit comme famille. Et de l'autre côté, le cadre familial que tes parents conçoivent également comme famille, tu vois. Donc, c'est en fonction de ça que l'éducation est donnée, que les valeurs sont transmises, que le moule, en fait, dans lequel on veut que la personne grandisse est construit, tu vois. Donc, je ne pense pas que ça a un rapport avec le genre, non. Ok, je vois un peu, je vois un peu. Good. Donc, pour continuer un peu sur cette lancée, on parle de notions, on parle de cadre de vie que voilà, les deux familles voulaient mettre en place, par exemple, moi dans mon cas. Je rappelle aux gens qui nous suivent que pourquoi ce premier thème, parce que c'est important pour moi de démarrer par le commencement de toute chose, parce que tout le monde sort d'une famille et qu'on évolue et vous allez voir tout au long des épisodes qui vont passer, on parlera d'autres sujets. Donc, on va sortir d'une famille, on va grandir, on va devenir des hommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'était important pour moi de recevoir en premier lieu. J'ai dit, la notion de famille a beaucoup évolué. Donc, c'est pas de la même manière on éduque les enfants dans le passé qu'on éduque les enfants aujourd'hui. Le monde a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, on n'a pas connu, la famille ne se limite pas uniquement à ces structures traditionnelles d'un père, d'une mère et d'enfants. Et quelles sont pour toi aujourd'hui tes réflexions sur ces changements de notions en termes d'éducation et quel impact ça a sur la société? Oui, voilà, Audrey, tu n'as pas tort. En fait, j'aurais bien voulu te demander, toi, selon toi, quelle est aujourd'hui comment dire, la composition ou l'évolution de la famille aujourd'hui. Mais moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, on voudrait que la famille soit restreinte. C'est-à-dire que ça soit beaucoup plus, je voudrais dire personnel, mais je le mets entre griffes. Que personne ne s'ingère dans comment je veux créer ma famille, de comment je veux gérer ma famille, en fait. Et je pense que ça a une répercussion sur nous dans le sens où certaines valeurs tendent à disparaître. Il y a certaines valeurs qui tendent à disparaître. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, on essaie en fait de recréer cela. Avant, comme je te le disais, c'était facile en fait de connaître mes cousins proches, de connaître cette tante-ci, de savoir que cette personne fait partie de ma famille. C'est la cousine lointaine à ma mère et à mon père. Mais aujourd'hui, parce que la notion de famille est devenue beaucoup plus restreinte, avec les réseaux sociaux, on essaie quand même de créer ces valeurs-là.
ces valeurs qui ont quand même toujours existé dans les familles traditionnelles. Je prends le simple cas des groupes de familles qu'on crée par exemple sur WhatsApp, qu'on se dit, ah, il y a telle personne qui est notre cousin, il faut qu'on l'intègre à la famille pour qu'on se connaisse, pour qu'on sache demain ou aujourd'hui en se voyant qu'on est de la même famille, pardon, ou qu'on est parenté. Tu vois, je me dis que ça nous pousse en fait à nous mettre dans un cocon, à vivre pour nous, et ça laisse certaines valeurs en disparition. Ok, d'accord. Je vois un peu et je suis d'accord. Je vais répondre à ta question vu que tu me retournes la question qu'on est dans une discussion. Moi, j'ai bien envie de dire aussi que aujourd'hui, je pense que c'est des méthodes qui n'ont pas, je ne vais pas dire marché par le passé, dans le sens où on a toutes sortes de choses et je reste dans un contexte un peu plus africain où quand je suis un enfant, moi par exemple, dans mon cas, où j'ai grandi quand même dans une grande famille, dans une grande maison, tu as tout le quartier qui a les yeux sur toi, tu as tout le quartier qui peut te bastonner si tu ne réussis pas à les amener et tout ça. Et je pense que c'est des blessures qui ont été créées dans le passé et qu'en tant qu'enfant, on a grandi avec cette manière de voir les choses qui nous ont affectés, et moi personnellement, et qui fait que en grandissant, je me dis, je ne veux pas faire la même éducation pour mes enfants. Comme tu as dit, le mot de fin, où tu parlais du fait que je veux vivre pour ma petite famille, on veut vivre pour soi, on veut avoir une famille restreinte, on veut avoir notre cocon, tu vois, à nous toutes seules. J'ai envie de dire papa, maman et les enfants. S'il y a un cousin ou une cousine quelque part, bon, de la grande famille qu'on rencontre demain, tant mieux, mais on ne va pas créer cette relation de proximité qu'il y avait avant dans les cultures anciennes. Et moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que c'est tellement certaines blessures du passé qui ont créé qui ont brisé ce cycle-là qui n'a pas continué du fait que, bon, on va avoir une grande famille, on va avoir des cousins, des cousines par ici, par là, les oncles par ici, par là. Et tu as dit quelque chose aussi de super intéressant avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, qui est un élément déclencheur un peu de l'individualité. Je pense que l'individualisme prend de plus en plus le dessus. Et quand je parle de l'individualisme, je suis un homme, je vais me marier, j'ai des enfants avec cette femme-là. On veut vivre pour nous. On veut vivre notre vie à deux avec nos enfants sans pour autant avoir des reproches d'ici par là. Et je dirais certains vont jusqu'à même ne pas créer de lien avec les familles, c'est-à-dire la belle famille ou les beaux-parents, par exemple, tu vois. Donc moi, je pense que sincèrement, c'est quelque chose de blessure. Et je parle de mon cas, hein. Je ne sais pas pour vous, les auditeurs aussi, ceux qui vont écouter le podcast. Ce que vous en pensez aussi de ça. On aimerait bien aussi connaître vos avis un peu par rapport à tous ces genres de choses-là. Et ça me ramène aujourd'hui... Oui, Audrey, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais. Vas-y, tu voulais développer un peu ou... Oui, bien sûr, je voulais abonder dans le même sens que toi, surtout sur la question des blessures qu'on a eues étant enfant. Et en fait, ça a créé une sorte de révolution en nous, en fait. Et on ne veut pas que ces mêmes erreurs se reproduisent dans la vie de nos enfants. C'est pour ça, en fait, que tout le monde, qu'il y a quand même ce changement-là par rapport à la famille. Il y a beaucoup de choses qui, en grandissant, on a compris, en fait, que c'était vraiment des blessures et ce sont des choses qui nous ont suivis aujourd'hui, qui font peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à faire certaines choses ou pas parce qu'il y a eu des blessures dans le passé, tu vois. Je parlais, en fait, de moules, en fait, que la société avait essayé de créer et nous a mis dedans en grandissant avec la famille. Aujourd'hui, on essaie tant bien que mal de casser ces moules-là, de laisser libre cours en fait à nos enfants pour qu'eux-mêmes, ils puissent se construire, se créer des valeurs. Je suis complètement d'accord avec toi sur ça, mais j'ai encore un petit bémol par rapport à ça. Je me demande si le fait en fait d'enlever toutes ces limites ne nous met pas nous-mêmes en face de certains problèmes qu'on n'arrive peut-être pas à gérer. Intéressant ce que tu dis. Quand tu parles de problèmes qu'on n'arrive pas à gérer aujourd'hui,
Tu peux mettre le point sur quelques problèmes. Oui, bien sûr. Il y a, je suis désolée de revenir tout le temps à ma famille et tout. Euh, les enfants, quand moi, avec mon enfant, par exemple, j'essaie de créer, j'essaie de ne pas lui dire, on ne doit pas faire ça. J'essaie de lui dire pourquoi je lui dis qu'on ne doit pas faire ça. Et j'essaie de lui expliquer d'autres, de lui dire qu'il y a également d'autres possibilités. Et j'essaie de lui laisser le choix, en fait. Mais parfois, ça me monte à la tête. Parce que quand tu lui laisses la possibilité de choisir, il fait autre chose. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir. Je vois un peu, je vois un peu. Et Voilà. Et je me retrouve prise à mon propre piège, en fait. tu vois, aujourd'hui, c'est là où le truc est intéressant, dans le sens où aujourd'hui, tu as été confronté ou exposé à une forme de parentalité, tu vois, dans ton enfance, et que tu as grandi dedans, tu as observé. Quel enseignement tu en as tiré aujourd'hui? Par exemple, si je mets le doigt sur ce problème spécifique, quel enseignement tu as tiré du passé et que tu dis, OK, aujourd'hui, voilà ce que j'ai appris par le passé, que je vais appliquer ou que je vais update dans ma vie, dans ma relation avec mes enfants, par exemple. Oui, la chose la plus importante ou celle qui me marque le plus, c'est le fait qu'on te dise on ne fait pas ci sans t'expliquer pourquoi. J'ai dit, tu dois aller à l'église tous les dimanches. Et moi, c'est ancré dans ma tête. Chaque dimanche, je dois aller à l'église. Je n'ai jamais compris pourquoi cela devait se faire. On ne m'a pas expliqué que oui, il fallait avoir une relation et tout. Je prends juste le cas de l'église en particulier. Tu vois, il y a certaines règles qui m'ont été enseignées et que j'ai respectées, pas malgré moi, et que j'ai respectées. Mais en grandissant, je me suis rendu compte, waouh, si on me l'avait expliqué, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je suis de nature timide. Je pense que j'essaie de ne pas être timide. Mais en grandissant, je me dis que c'est par rapport à mon éducation, c'est la faute en griffe à mon éducation. Dans le sens où il fallait juste rester dans son coin, il fallait chaque fois rester dans son coin, il fallait faire juste ce qui te concerne, il fallait juste rester dans toi, ton cadre, le cadre qu'on te crée. Tu vois, en grandissant, je me suis dit, on ne m'a pas laissé m'ouvrir au monde, en fait, étant tout petit. Et moi, j'ai grandi comme ça. J'ai grandi dans ce monde-là. Et moi, ça m'allait. C'est en grandissant que je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a beaucoup de choses à explorer, qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à vivre et que, en partie, je me dis que j'ai peut-être perdu du temps, tu vois, et qu'il y a certaines choses que j'aurais aimé faire avant un certain âge et aujourd'hui ne pas, que ce ne soit pas pour moi quelque chose de nouveau ou de nouvelles expériences. Je ne sais pas si tu comprends, Audrey. Ouais, je vois parfaitement. Et là, j'ai envie de partager voilà, une histoire, comme tu as dit, par rapport à l'église. J'ai vécu pareil, un cas pratique du fait que, bon, moi, pour moi, aller à l'église à l'époque, c'était parce que je dois retrouver mes camarades, on doit jouer au ballon à l'église. Et c'est la raison. Toujours Ouais, banal ouais, c'était la l'église, toi? raison. Je te dis aujourd'hui, c'est la raison primordiale pour moi. Je dirais que chaque dimanche, je suis motivé. Mais quand tu es motivé comme ça, les parents se disent, ah ouais, bon, il comprend les choses. Il va à l'église pour Dieu, pour aller prier, tout ça. Mais moi, j'ai une autre motivation derrière la tête parce que, bon, il y a les copains de l'école qu'on doit se retrouver. Je ne sais pas si tu connais un peu le tibani, là, la nourriture qu'on faisait avec l'haricot, là, on coupait. Oui, oui. Donc, on savait que, bon, voilà, en fait. On savait que, bon, écoute, à la fin du football, on allait se retrouver pour manger du tibani. Et c'est une révélation que je fais là. Hein. Je n'ai jamais dit ça à mes parents. Bon, je ne sais pas si ma mère va écouter le podcast une fois. Mais je dis, l'argent qu'on nous donnait pour cotiser à l'église, on prenait ça pour manger à l'église. C'est-à-dire, durant quoi, 10 années ou 12 ans ou 15 ans de ma vie, tout l'argent allait passer dans la case d'Aïmol ou quoi, tu vois. Donc, on n'a jamais cotisé. On allait à l'église juste pour jouer et tout ça. Et c'est après, en grandissant, comme tu as dit, qu'on découvre réellement, tu vois, c'est quoi la raison derrière. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une des formes aussi de parentalité, d'éducation qu'on a reçue, qui fait que en évoluant et en grandissant, on se dit, ah ouais, bon, où est-ce que
C'était quoi le problème? Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que selon toi, ce n'est pas parce que les parents ont aussi été éduqués d'une certaine manière qu'ils ont recalqué un peu ce modèle-là sur nous? Euh, je pourrais dire en fait qu'ils nous protégeaient trop d'une certaine façon. Ils nous couvraient trop d'une certaine façon. Ils ne voulaient pas qu'on fasse les mêmes erreurs que c'est pareil pour notre génération. On ne voudrait pas que nos enfants fassent les mêmes erreurs que nous. Mais eux, en fait, ils ne nous laissaient pas découvrir l'erreur, ils nous accompagnaient en fait. Eux, ils savaient qu'il y avait un obstacle devant. Ils te disaient, ne le fais pas sans te dire, il y a un obstacle devant. C'était ça en fait. C'était ça le problème. C'est atypique en fait. Je ne sais pas si peut-être en grandissant, bon, puisque je le suis maintenant, je vais également développer. Je vais également développer cela par rapport à mon enfant et tout. Mais moi, personnellement, en essayant de comprendre, parce que je me dis, nos parents, ils ne nous ont jamais voulu du mal, en fait. Ils voulaient que nous soyons également des humains accomplis. Et c'était pour eux une bonne méthode pour y arriver. Donc, en y réfléchissant, en me demandant pourquoi est-ce que cela s'est fait de cette manière, c'est la seule solution, la seule réponse que j'ai pu trouver. Je vois. Et aujourd'hui, en parlant de ça, de ce décalcage de nos parents sur nous, eux aussi leurs parents sur eux, ça me rappelle un point de dire, aujourd'hui, toi personnellement, on sait que voilà, les relations familiales, par exemple, tu as parlé tout à l'heure des cousins, des cousines par ici, par là. Les relations familiales ne sont pas, voilà, elles sont très complexes, souvent compliquées. On a des conflits, on a des différences au sein de différentes familles. Aujourd'hui, quels sont les défis, voilà, auxquels tu as été confronté personnellement et voilà, comment tu as surmonté tout ça? Et tu t'es nourri pour grandir et devenir aujourd'hui, disons, une mère accomplie, une meilleure mère pour ta famille. Oui, tu sais, je parie que la majorité des auditeurs seront d'accord avec moi. Mais je te pose la question en premier, Audrey. Est-ce que tu sais pourquoi on a beaucoup tendance à mieux s'entendre avec la famille côté maternel que côté paternel? Moi, j'ai eu ce défi-là en grandissant. Moi, Ah ouais, jusqu'à... c'est une très bonne question. J'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça. Ouais, non, c'est une réalité et je parle, moi, la conclusion que je me suis faite après, j'ai fait une conclusion, je me suis dit, et ça, pour ceux qui vont écouter le podcast, je ne sais pas leur cas aussi, tu vois, je me suis dit, dans toute chose, dans les mariages du passé, il y a toujours une petite tension entre la famille paternelle et la famille maternelle. Dans le sens où la maman, tu vois, au début de la relation, n'a jamais été acceptée par la famille, tu vois, des beaux-parents, tu vois. Donc, ils ont surmonté ça. Ils ont eu des enfants dans ça. Ils ont grandi, tu vois, les enfants ont grandi dans ça, etc. Et moi, personnellement, comme je disais au début du podcast, moi, j'ai pratiquement vécu mon enfance avec ma grand-mère maternelle, père à son âme, qui est décédée récemment, et ma maman. Donc, du côté paternel, je partais, quoi, une ou deux fois à chaque vacances, etc. Mais le feeling en soi ne passait pas trop parce que, bon, écoute, la base, pour moi, la base a été faussée dans le sens où ça n'a jamais été une bénédiction, c'est union entre les deux parents et tout. Donc, du coup, l'enfant se sent un peu plus protégé ou plus à l'aise avec sa maman. Et l'autre conclusion aussi que j'ai fait, et ça, c'est rigolo, où on dit souvent, les garçons, ils aiment trop leur maman. Et je dis non, c'est faux. Les filles aussi aiment leur maman. Tu me diras aussi ce que tu penses. Mais je me dis, le lien qui te lie avec ta maman est plus fort. Tu vois, dans le sens où on parle du lien ombilical. Et quand on donne naissance à un enfant, c'est la maman qui accouche et on coupe ce lien-là. Donc, il y a toujours cette connexion-là que tu as avec ta maman que tu ne pourras pas avoir, genre, ne serait-ce qu'à tes débuts en étant enfant avec ton papa, par exemple. Moi, c'est en grandissant que je comprends mieux certaines décisions de mon père, tu vois, que j'ai compris beaucoup de choses en tant que garçon pour dire, ah, c'est parce que ça et si, c'est pourquoi il fera ça. Et je pense que
c'est un sujet dans lequel on va revenir plus en détail, tu vois, dans les autres épisodes, voilà, pour ceux qui sont plus intéressés par le fait que, bon, pourquoi on aime trop maman plus que papa, tu vois. Donc, je te laisse développer un peu ce que tu as à nous dire sur ce sujet. Oui, en fait, je voulais partager avec les auditeurs. Moi, par exemple, euh, j'ai grandi pratiquement qu'avec ma famille maternelle. Si mes souvenirs sont bons, étant enfant, je ne pense pas avoir eu un quelconque lien avec ma famille côté papa. Même pour une petite anecdote, c'était il y a 2 ans, lors de mon mariage traditionnel, que j'ai eu en fait à régler certains problèmes entre griffes avec ma tante paternelle. La famille côté paternelle, je ne savais même pas enfin, que ça existait. Pour moi, en fait, c'est mes tantes maternelles, mes oncles maternels, et puis ça s'arrêtait là. C'est vrai que mon père, paix à son âme, lui, il insistait en fait qu'on puisse se rapprocher de ses sœurs et de ses frères et tout. Mais le lien n'avait jamais été créé, donc c'était difficile pour nous. Même aujourd'hui, on a grandi, on est grands, les cousins, les cousines côté paternel, on essaie quand même de recréer ce lien-là. Mais je t'avoue que c'est toujours un échec à chaque fois qu'on y pense. C'est vrai qu'il y a de petits liens, on se dit bonjour, on prend de nos nouvelles et tout, mais ça s'arrête là en fait. Il n'y avait pas eu une présence en tant que telle, donc là maintenant c'est un peu difficile. C'est vrai qu'il y a certains liens qui se créent. Je dirais que c'est peut-être le fil rouge aussi. Si je veux parler de la tradition chinoise, il y a certains liens qui se sont quand même créés côté paternel avec certaines tantes qui, ça n'a pris que 6 mois ou un an pour se créer, mais on se parle, on vit comme si on se connaissait depuis, tu vois. C'est vrai que ça a été difficile, mais voilà, aujourd'hui la situation était. Mais non, tu veux bien me rappeler ta deuxième question, s'il te plaît? Ouais, en fait, je disais, toi, c'est quoi, en fait, ces défis-là? Comment tu les as surmontés et comment tu t'es nourri de ça pour grandir personnellement d'abord, avant de dire, OK, bon, j'ai fondé une famille, je vais utiliser un peu ce que j'ai appris, un peu de ces défis-là que j'ai relevés moi-même personnellement dans ma Non, petite famille. oui, le débat sur la famille est délicat. Je pense que c'est au cas par cas. Mais personnellement, comme tu l'as demandé, je me dis, je ne sais pas s'il y a certains membres de ma famille qui écouteront mon podcast, mais on n'a forcément pas besoin de tous les membres de sa famille, d'être en bon terme ou en bonne relation avec tous les membres de sa famille pour évoluer, en fait. Il y a certaines relations, quand ça passe pas, ça passe pas. Mhm, mhm. Mais Ça, est-ce que tu ne penses pas, je te coupe pas, excuse-moi, oui. mais est-ce que tu ne penses pas que, parce que beaucoup de gens disent, c'est mieux de rester en bon terme avec sa famille dans les deux côtés, parce que tu vois, par exemple, dans ton cas, on va arriver à un moment de ta vie où tu vas construire ta famille, quelque part, il y a ta famille qui va intervenir pour pouvoir bénir un peu cette union-là, comment, tu vois. Supposons que tu n'es pas en bon terme avec tout le monde. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, moi, c'est pas comme si j'étais pas en bon terme avec eux, hein, non. Ça se passe bien. Il n'y a pas un lien fort, quelque chose, un lien fort comme côté maternel, en fait. Je te parlais tout de suite d'un problème que j'ai dû régler avant mon mariage traditionnel. Tu sais, en Afrique, pour le mariage traditionnel, c'est les deux familles qui viennent, le côté paternel et le côté maternel. Et même, c'est dans ce genre de cas que les mamans disent, c'est quand l'enfant est prêt à être mangé en griffe, qu'on les voit apparaître. Tu as déjà entendu ce genre de phrase, non? Ouais, c'est quand la mangue est mûre qu'on voit tout le monde, quoi. Voilà, qu'on les voit apparaître. Mon père de son vivant, il me disait cela, vous êtes toutes des filles et un jour vous êtes appelées à vous marier. Il faut forcément s'entendre avec vos tantes paternelles parce que c'est le clou en fait de la cérémonie qui va venir. Lui, il s'inquiétait déjà de ce côté-là. Et moi, je lui disais, bon, je vais mettre en place, pardon, un plan de réconciliation quand le moment arrivera pour rigoler, en fait. Donc, voilà, en fait, à peu près, bon, c'est une petite anecdote que je t'ai racontée. C'est assez délicat. C'est
j'étais partie inviter une tante, en fait, une tante paternelle pour mon mariage traditionnel. Et quand je suis arrivée, elle m'a ressorti une histoire avec ma mère qu'elle n'avait pas acceptée, qu'elle n'était pas d'accord avec l'union entre mon père et ma mère. C'est pour ça, en fait, qu'elle a été absente de nos vies et tout. Et aujourd'hui, qu'elle réclame, en fait, qu'on soit beaucoup plus présent, qu'on la considère, en fait, comme notre tante maternelle et tout. Et là, il a fallu avoir un moment parce que je lui ai dit de mes souvenirs quand j'étais enfant. Je ne te connaissais pas, je ne t'ai jamais vu. C'est en grandissant que je t'ai connu. Donc, tu ne peux pas me forcer, en fait, à créer un lien avec toi ou à être familier pardon, avec toi comme si on se connaissait depuis que je suis née. Tu vois un peu. Il y a aujourd'hui maintenant également ce besoin-là de reconnaissance. Je ne sais pas si c'est de reconnaissance que je dois dire, que certaines personnes exigent de vous parce qu'ils pensent que c'est peut-être vous qui ne faites pas le pas nécessaire. Tu vois un peu? Ouais, je vois un peu. Et c'est bien de toucher du doigt ce problème-là. Je partage aussi une anecdote un peu pour les auditeurs aussi, dans le sens où moi, mon père, il est décédé en 2020 pendant le Covid, à la Covid, excusez-moi. Et j'avais une tante du côté partenaire aussi qui m'a ressorti une histoire ancienne qui date, bon, disons de 2010-2011. Et au décès de mon père, tu sais, il y a toute la famille. C'est là où je vais revenir au dernier point qu'on va aborder, du besoin. Parce que quand on parle de besoin, est-ce que, voilà, comment la famille peut soutenir notre développement personnel et émotionnel aussi, parce que pour moi, c'est important. Dans toutes ces panoplies d'organisation, des funérailles et tout ça, la dame, elle me prend son téléphone, elle m'appelle, elle me dit, bon, écoute, on a un problème, toi et moi, OK? Mais on va régler d'abord tout ce qui est funérailles là. Mais une fois que c'est bon, on ne se parle plus. Et le problème, c'était quoi? C'est qu'elle m'a envoyé un message d'anniversaire en 2010 ou 2012, je ne sais même plus, et que je n'ai pas répondu au message. Et je ne me souviens pas, voilà, avoir reçu un message pareil. Et elle me dit, j'ai décidé de ne plus te parler à cause de ça. Et que maintenant, voilà, elle a vu plutôt, bon, après le décès, elle prend le téléphone. Donc, imaginez un peu, tu vois, moi, dans cette période, avec toute l'émotion, tu viens de perdre un être cher et tout, tu vois, quelqu'un qui te sort ça. Et c'est là où je rentre dans cette notion de dire comment aujourd'hui, tu vois, quel est le rôle un peu de la famille, comment notre famille peut nous aider, nous soutenir un peu dans notre développement personnel. Parce que moi, pour moi, la famille, comme on dit en Afrique, c'est sacré. Mais aujourd'hui, on est confronté à deux problèmes différents. Du même moment, la famille qui est sacrée, mais la famille qui te met également des bâtons dans les roues, qui ne te permet pas d'avancer. Comment, tu vois, comment juger tout ça, comment gérer tout ça, tu vois, à ton avis? Quel est le rôle, par exemple, tu vois, la famille a joué, ta famille, tu vois, a joué dans ta quelle identité personnelle et continue de jouer aujourd'hui dans ta vie de maman, en fait. Oui, moi, ma famille m'a tout donné. Ma famille m'a tout donné, côté valeurs et tout. J'ai tout reçu de ma famille, comme j'ai eu à le dire tout le long de ce podcast. Et comme je te le disais tout à l'heure, comment est-ce que j'évolue maintenant? Je marche avec les personnes qui m'acceptent et que j'accepte en fait. Je ne force pas les liens, je ne force pas les relations. La famille, elle est là. Je ne suis pas contre quelqu'un personnellement, mais tant que tu ne participes pas à mon bien-être émotionnel, je reste dans mon coin, je ne t'approche pas, je ne te cherche pas, voilà, je sais pas comment te dire, je ne viens pas vers toi en fait. C'est vrai qu'on a besoin de tout ça, de tout cet ensemble-là pour évoluer et être accompli. Mais le fait de s'entendre avec telle personne de ma famille ou telle autre, en fait, n'engage que moi. Ou le fait d'avoir une relation, une bonne relation avec telle personne de ma famille n'engage que moi. Tant que ça ne participe pas à moi, mon bonheur
mon bonheur personnel, je ne cours pas après, en fait. C'est pour ça que je te disais qu'on n'est pas forcé d'être amis. Bon, ça devient une notion d'amitié, je ne sais pas, mais on n'est pas forcé, en fait, d'être en relation avec tous les membres de sa famille. Je vois un peu ce que tu veux dire dans le sens où, voilà, et j'aime bien ta phrase, soi-disant, voilà, je ne vais pas courir derrière les gens, je ne vais pas courir derrière les relations. Et ça, c'est un sujet aussi également qu'on va aborder dans une autre épisode où on va parler réellement de relations. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de savoir aujourd'hui, est-ce que tu as une expérience où tu as vraiment, une expérience de ta vie, tu vois, où tu as vraiment ressenti cette solidarité familiale et comment ça t'a impacté? Parce qu'aujourd'hui, bon, on dit la solidarité familiale est souvent valorisée, que ce soit dans un projet personnel ou professionnel. Cette solidarité, je l'ai sentie 2 fois. Lorsque j'ai perdu mon père et lorsque j'ai accouché. Lorsque j'ai perdu mon père, il y avait toute la famille qui était là. C'était tellement encourageant, c'était des messages réconfortants, c'était un appui quotidien à chaque fois, tellement que à un moment donné, on ne savait même pas qu'on était en deuil. Je ne savais même plus que j'étais en deuil. J'enterrais mon père, mais je sais que j'avais perdu un être cher, mais le soutien de la famille, les personnes qui étaient à côté, c'était largement suffisant. En fait, ça compensait en fait la perte que je viens d'avoir, la perte que je suis en train de vivre en fait. Je fais un gros coucou à Hélène si elle écoute ce podcast. Elle était là, avec des mots réconfortants, une présence réconfortante. C'est pas que la personne est avec toi 24 heures sur 24. Tu sais que cette personne, elle compatit avec toi. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à faire mon deuil et à passer à autre chose. C'est vrai que la douleur, elle est là et tout, mais la famille m'a beaucoup aidé à cette étape de ma vie. Et parlant de mon accouchement, c'est mon premier accouchement, c'est mon premier enfant. Il y a ma mère et mes sœurs qui m'ont énormément aidée. Je me demande vraiment comment j'aurais pu gérer ça si elles n'étaient pas là. Quand j'ai accouché, j'étais chez maman avec mes sœurs. Les nuits blanches avec mon enfant où tu ne pouvais pas dormir parce que lui, il faisait pas encore sa différence entre le jour et la nuit. C'était en fait un tour de garde avec mon enfant. On te laissait dormir toute la nuit. Maman et mes sœurs prenaient soin de l'enfant. S'il avait besoin de faire sa tétée, on me l'emmenait. Mais j'avais senti quand même un soutien tellement que quand je vois d'autres mamans dire en fait qu'elles souffrent avec leur enfant, je me demande comment est-ce que ça se passe. J'ai eu un réel soutien de la part de ma famille. En tout cas, moi, chez moi, dans ma famille, le soutien, on ne le quémande pas, en fait. Ça vient de soi. Ça vient naturellement. Ok. J'aime bien un mot que tu as dit où tu parlais de tour de garde, comme à l'hôpital où voilà, on se passe les tours, chacun gère l'enfant, vient te ramener l'enfant. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué aussi, qui a beaucoup marqué aussi dans l'évolution, dans la construction aussi de ta famille. Je pense qu'on tire vers la fin de notre conversation et j'ai envie de dire quel conseil aujourd'hui tu donnerais à nos éditeurs, un peu ceux qui nous écoutent, etc. On a abordé un peu les notions de défis liés à la famille, de tout ce qu'il y a comme problème, du rôle que la famille peut jouer. Quel conseil tu peux donner aujourd'hui à des personnes qui nous écoutent pour cultiver une meilleure relation familiale? Je dirais plutôt une relation familiale saine et épanouie. Oui, je vais commencer par le début, en parlant de la relation entre nos familles, enfin nos oncles, nos tantes et nous. En grandissant, si on sent le besoin quand même de régler une histoire d'enfance avec un parent proche, je me dis qu'on est assez grand et que je conseille vivement qu'on puisse le faire, qu'on puisse approcher cette personne-là, qu'on lui dise, vous savez, vous avez fait ceci, ça m'a marqué et tout. Et s'il y a un moyen de régler ce problème, qu'on le règle une fois pour de bon et que chacun prenne sa route. Il faut forcément enterrer les fantômes du passé, il le faut. Soit en discutant avec la personne, soit en décidant de faire soi-même le deuil personnel avec cette histoire et de faire table rase avec.
Et en tant que parent, si j'ai un conseil à donner concernant la famille, c'est de faire vraiment attention au cadre familial qu'on veut créer pour nos enfants. Le défi est grand. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs que nos parents, si je peux le dire ainsi, erreurs que nos parents. Parce qu'il y a certaines choses, sur certains points, en devenant parents, on se rend compte qu'on a trop vite jugé nos parents sur certaines décisions qu'ils ont prises. Et nous, on veut créer un nouveau cadre qu'on pense en fait qui serait mieux ou dans lequel nous, on aurait aimé évoluer. Mais attention à ce qu'on ne se retrouve pas pris à notre propre piège. Si l'humain, en fait, doit se développer, il faut qu'on lui donne la liberté, en fait, d'avoir toutes les options possibles pour pouvoir faire son choix et évoluer. Super, merci beaucoup, Gédia. Par rapport à ça, j'ai noté 3 éléments très importants que je vais rappeler à nos auditeurs. Le fait d'enterrer les fantômes du passé. C'est-à-dire, si vous avez un problème avec une tontier, un tonton, allez-y, de grands garçons, de grandes filles, allez régler le problème. J'ai noté également de repartir sur de nouvelles bases, de faire le deuil personnellement de son côté. Et ça, c'est vraiment se dire aujourd'hui, on a pris de l'âge, on a grandi, on veut construire une vie de famille. Et je pense qu'on a abordé tout au long de l'épisode où on parlait du fait que cette vie de famille nous influence dans la famille qu'on veut construire demain. Et la troisième chose, bien penser au cadre qu'on veut laisser à nos enfants, dans le cadre dans lequel on veut que nos enfants grandissent demain pour pouvoir leur faciliter un peu sur cette vie. Et j'ai envie de rajouter personnellement aussi cette notion de se dire ne pas juger les parents sur leur choix de vie pour nous. Parce que voilà, on a souvent tendance aujourd'hui, avec la nouvelle génération, on est revolté. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça n'a pas été comme ça? Je me dis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, la vie, c'est un éternel recommencement et qu'on apprend des choses et en grandissant, comme j'ai dit tout à l'heure, à un certain âge que j'ai compris le pourquoi des choix de mon papa, par exemple, ou des choix de mon maman, par exemple, face à certaines situations. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on conclue. Je pense avoir beaucoup parlé. Non, on ne parle jamais assez dans tâtonnant, comme j'ai dit au début. L'idée, c'est vraiment beaucoup parler, toucher du doigt des problèmes ou les sujets qui blessent, des sujets genre qu'on ne veut pas aborder à haute voix, mais c'est un cadre vraiment pour pouvoir aborder tout ça. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir un peu de t'avoir un peu dans cette émission-là, dans ce premier épisode. Merci d'avoir partagé cette vision, ces réflexions sur la famille de ton côté. Et merci aussi pour tes précieux conseils de fin que je note, que j'invite les auditeurs aussi à noter, à mettre ça au mieux quelque part si vous êtes encore jeune comme nous, comme moi, on n'est pas encore marié et tout. Voilà, et n'hésitez pas à prendre des conseils de Gédidia pour pouvoir évoluer. Merci également à vous qui êtes là. Comme j'ai dit au début, le podcast n'est pas pour moi. Merci aussi à vous qui allez relayer l'épisode Tâtonnant. J'espère que cette discussion sur la famille vous a apporté des perspectives nouvelles et réfléchies. Et que voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour mon prochain épisode où nous allons parler d'un sujet nouveau captivant surtout de la société. Et prenez surtout soin de vous et n'oubliez pas, allez enterrer les fantômes du passé. Merci et à très bientôt sur Tâtonnant, là où la parole se libère et se transforme.